Reportage. Coucou, cette histoire s'écoute comme un feuilleton. Alors si t'arrives ici, moi je te recommande de recommencer au début, et si t'as pas le temps, voici un extrait de l'épisode précédent. Moi j'ai eu une éducation, j'ai confirmé, j'étais protestante, mais vous voyez par exemple maintenant, je suis très très heureuse. Je voudrais dire merci, mais à qui? Merci la vie. Je ne peux pas dire merci mon Dieu. Vous essayez. Oui, mais voilà. Merci Gilbert. Oui, mais lui aussi, vous voyez. Qu'est-ce qui fait qu'on a droit à ce moment de bonheur? Alors, quand vous croyez en Dieu, vous faites une prière, vous dites merci bon Dieu pour tous ces bienfaits. Les femmes qui lisent, une ville, presque un siècle et 4 copines. Un podcast documentaire de Laure Gabu. L'année de mon entrée à l'université, à 20 ans, j'ai été prise d'une obsession de maternité. Ça me rendait dingue parce que ma réalité était en décalage total avec la photo de famille qui dessinait mon esprit. J'étais célibataire, je venais de prendre un appartement en coloc. Mon temps était divisé entre mes études, des rencontres, beaucoup de soirées et un job de serveuse à chaque respiration. J'avais l'impression d'être enfin moi-même et d'être vraiment libre. Ce conflit entre maternité et liberté me faisait souffrir, alors j'ai été chez un psy. J'en suis sortie en pleurs. Dans mon souvenir encore un peu flou, il m'a écouté, m'a dit avoir des cas plus importants à régler. Il a mentionné des femmes violées et mon esprit s'est bloqué ici. Je me souviens qu'il m'a tendu le numéro d'une consoeur et mené vers la sortie, et que j'ai pleuré dans la rue. 20 ans plus tard, je n'ai ni enfant ni mari. J'ai pris du recul, un chat, et ajouté le mot injonction à mon vocabulaire. Et j'ai surtout compris que j'étais alors tiraillée entre le modèle suivi par les générations précédentes et mes aspirations, et que la thérapie n'était malheureusement pas le lieu où j'allais régler cette dissonance sociétale. J'ai choisi la liberté, assez radicalement, et une vie faite de voyages, de passion, de militance, d'entrepreneuriat et de créativité aussi. Est-ce que tout ça aurait été conciliable? Je sais pas. J'ai juste réfléchi à mon histoire. À votre histoire, comment? Ouais. Comment je vais faire l'histoire? Ah ouais. Comme c'est vous l'écrivain dans le groupe, j'ai décidé. Oh non, alors je trouve qu'elles s'écrivent toutes bien. Moi j'ai peut-être un style plus imprégné de la littérature actuelle, des choses comme ça, mais autrement non. Non, vous Vraiment écrivez pas. tout Mais très, enfin, très bien. parlez-moi de votre histoire. Une des idées que j'avais, c'était de revenir à un jour marquant ou une époque marquante. Comme une sorte de moment qui aurait justement fait... Comme fait la fusion. Exact. Mais moi je trouve que c'est vraiment une soirée où on a parlé du divorce, il me semble que ça... Il y avait un partage qu'on comprenait, Oui, vraiment quelque chose qu'on partageait très fort. Jacqueline parle ici du courage de Muriel lorsqu'elle est ensuite tombée malade et de combien ses amis l'ont soutenue en lui rendant visite à l'hôpital alors que son mari venait d'être élu au Conseil d'État. J'ai été très touchée quand elle a été malade. J'étais là, vraiment, parce que je trouve qu'elle a été tellement courageuse. Autrement, on a eu une journée très sympa, c'était à Nernier. Tous les couples et leurs enfants étaient réunis ce jour-là dans le village du bord du lac à manger des filets de perche. Jacqueline se souvient surtout de Philippe, l'ancien mari de Muriel, qui s'était alors mis à acheter des cadeaux pour tout le monde, puis finalement une énorme cloche de vache. Un phénomène, Philippe. Il voulait toujours rassembler le monde. L'ancien mari de Muriel revient sans cesse dans les récits des 4 amis. Et c'est normal, car c'est celui qui s'est le plus illustré, en politique comme dans sa vie privée. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée à Muriel et à son parcours. Et maintenant, je ne sais pas très bien quelle place lui donner dans mon histoire. J'ai envie de parler des femmes, pas de leur mari. Jacqueline n'est pas d'accord. Est-ce qu'il faut un point C'est de tous les hommes avec qui nous avons vécu, c'est quand même celui qui sort du lot, à tous les niveaux. De la folie, de la fantaisie, de la créativité, un peu de mégalomanie aussi. La seule chose que j'aimerais pas, c'est faire un projet sur des femmes et parler d'un homme. Je sais pas comment dire. Ouais, bon, alors pourquoi? Alors justement, ça, je trouve pas bien ce que vous dites. Elle trouve que ma position est trop sévère, trop caricaturale. Mais pourquoi pas autour de 4 femmes
Oui, évidemment, il ne faudrait pas lui donner la vedette, ça c'est clair. C'est ça que je disais. Ouais, non, il ne faut pas lui donner la vedette. Il faut qu'il arrive par ricochet. Et elle revient à Muriel, à sa dignité, à sa capacité à se redresser après chaque épreuve. Et elle parle de sa beauté aussi. Et je trouve que maintenant, elle a une forme de beauté, parce que quand elle arrive dans des soirées, moi je dis, mais regarde, premièrement, elle fait un effort, elle se met un peu de rouge à lèvres, elle a ses beaux cheveux blancs, elle a encore beaucoup d'allure. Et je trouve que vraiment, elle est plutôt mieux que quand je l'ai connue moi. Moi, je trouve qu'elle est plutôt mieux maintenant. Enfin bref. Et c'est pas facile de grandir, de s'épanouir, de bien vivre, hein, en résumé. C'est mes devoirs pour la prochaine fois. Ouais, d'accord. Je me disais, il y a un truc qu'on dit toujours sur les grands-mères, c'est qu'on a nos recettes de grand-mère pour les pâtisseries. Alors, il faut mettre 300 grammes de sucre de farine. Ouais, d'accord. Mais là, comme on parle d'épanouissement et de réalisation de soi, je trouverais joli que vous fassiez votre recette de grand-mère. De l'épanouissement. Vous voyez ? De l'épanouissement. Alors, j'ai fait un petit graphique où je me dis qu'en fait, on est dans une époque, on est dans un milieu, on est dans une ville. Ça, on ne choisit pas. On ne choisit pas tout. Et après, on a une éducation dans laquelle on nous assigne un peu un rôle dans une famille, avec des copains. Oui, d'accord. Et ensuite, vous avez toutes eu des déboires. Enfin, il y a un moment de rupture, mais qui est aussi vachement lié à l'époque que vous avez vécue. Voilà. Parce que vous étiez aussi dans une époque où vous aviez tout d'un coup le droit de faire des choix. Alors que là, on était pris dans une lessiveuse. Vous voyez, moi je vous dis en 2 mots. J'ai connu mon mari à 15-16 ans. Très vite, mes parents ont voulu le rencontrer. Très vite, la famille Et puis, c'était inscrit qu'on allait finalement se marier. Voilà, tout à fait. Et puis, moi, je me suis réveillée. Alors ça, c'est important. Ça, j'accepterais tout à fait qu'on le dise. Je me suis réveillée le matin de mon mariage, le 30 juillet 60. J'ai ouvert les volets, je tenais sur un jardin. Il pleuvait, j'avais mal à la tête. J'ai dit merde, je suis en train de faire une connerie. Mais j'étais prise dans la lessiveuse. On ne pouvait pas avoir de relations physiques si on ne vivait pas ensemble. Il fallait se cacher, etc. Donc c'était normal qu'on se marie. Voilà. Alors là, c'est vraiment, c'est tout à fait ça. Quand on s'était vu pour préparer, vous m'avez dit que vous aviez vu un nuage par la fenêtre. Ouais. Et que vous étiez dit que c'était un mauvais présage. Ouais, il pleuvait aussi. Et puis j'avais la migraine. Voilà, il y avait tout, quoi. Donc, à partir du moment où les déboires arrivent et que la vie donne des obstacles, parce que finalement c'est ça, dans une époque qui sont les années 70, qui est quand même une époque qui va vers la liberté. Tout à fait. Et l'émancipation des femmes, quand même. Ou en tout cas, c'est les 30 Glorieuses. Absolument, on les a connues. On les a connues, vraiment. Il y a un truc qui pète. Et je pense que vous êtes un peu des victimes collatérales de ce truc qui pète. Vraiment, tout à fait. Ça, c'est juste. Alors, je pense qu'on est vraiment les victimes de l'époque où on a été pris, comme vous dites, dans une lessiveuse. On se mariait, il fallait qu'on ait des enfants. Françoise et moi, on a de la peine, donc on a passé par l'adoption. Et puis, moi, j'ai recommencé le travail. Et là, vous commencez à faire des choix. Voilà. Le travail, vous choisissez qui vous aimez, comment vous les aimez, vos amis, l'intimité, l'amour. Et du coup, vous passez du rôle assigné dans la lessiveuse au choix de soi. Au choix d'être soi-même. Ouais, tout à fait. C'est peut-être ces choix qu'Arlette a pointé du doigt que vous n'avez pas dû faire, mais que vous avez voulu faire pour aller vers vous. Oui, j'en parle aussi avec mon ami. On dit, lui aussi, il s'est marié, mais parce qu'on se mariait à cette époque-là. Puis pour la construction de l'identité ou pour la réalisation de soi, c'est pas top. Non, certainement pas. Et puis... Alors, il y a d'heureuses exceptions. Vous vous mariez avec un homme qui va évoluer comme vous, vous allez rencontrer tellement de points de jonction que ça va pas vous sembler pénible, et puis ça va peut-être marcher. Mais c'est la loterie, alors il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Quand vous pensez à tous les gens qui se sont mariés dans les années 60-70 et qui ont divorcé, ça se ramasse à l'appel. Parce qu'on dit que ma génération et les générations actuelles ont trop le choix. Alors voilà. Récemment, j'ai pu freiner un peu et jeter un regard en arrière. Sans regret, parce que j'aime pas les regrets, je me suis demandé quel choix est-ce que j'ai réellement fait. Quel choix est-ce que j'ai subi et quel choix on a fait pour moi. Quel choix est-ce que j'ai cru faire. Et plus j'avance dans ce récit, plus je me rends compte que
la question des choix m'obsède à son tour. Et je fais les bons. J'entends mon besoin d'être rassurée lorsque je questionne les copines sur leurs choix. Et franchement, ça fonctionne. En les réécoutant, je me dis qu'il n'y a ni bon ni mauvais choix, que l'on vit et qu'on fait de notre mieux, avec tout ce dont on dispose bien sûr, et qu'on avance ainsi, tout simplement, ou tout délicatement. Oui, alors moi je suis assez... Par exemple, moi j'ai ma nièce qui va avoir 30 ans, et puis mes petits... Ah mais oui, mes petites filles... Non, ma petite fille plus âgée a 18 ans, alors ça c'est autre chose. Mais des amies de ma nièce dans la trentaine, elles ont toutes pas envie de se marier et pas d'enfants. C'est peut-être un peu schématisé, c'est peut-être un groupe restreint, mais je trouve que si vous lisez un petit peu dans la presse, vous vous rendez compte que le désir d'enfant, il reste, il se manifeste des fois à d'autres moments, mais le mariage, c'est plus du tout un but en soi, comme pour les filles qui étaient nées dans les années 40 et qui en 60 devaient se marier. Vous avez eu le droit de vote à 30 ans, quand même. Vous vous souvenez? Ouais. Au niveau fédéral, certes, mais quand même. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous ne pouviez pas choisir. Beaucoup de choses. Et puis tout d'un coup, on vous a dit, vous avez 30 ans, vous pouvez tout choisir. Enfin... Non, je pense qu'il y a une différence de génération, de comportement, de droit, d'aspiration, d'évolution du monde aussi, qui a été terrible, je trouve, ces dernières années, qui est terrible en ce moment. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas du tout confiante pour mes petits-enfants. Je trouve... Puis je connais beaucoup de jeunes qui sont dans des études, ils commencent dans une fac, ça va pas, on va dans une autre, ça va pas. Et puis on attend, on prend une année sabbatique. Mais je comprends aussi, parce qu'il y a trop de choix. Ensuite, on a envie de découvrir le monde. On n'a pas envie de faire exactement comme les parents. Non, moi je trouve que c'est une époque... Nous, on n'avait pas de choix. On était tac sur les rails. Après, on se cassait la figure. Mais pendant bien des années, on ne s'est pas posé trop de questions. Et c'est peut-être là que l'amitié est arrivée, ce moment où vous êtes cassé la figure, justement. Oui, alors moi, c'est quand même à ce moment-là, parce que finalement, mon mari, il a été lié à ce groupe pendant pas beaucoup d'années. Mm-hmm. Bon, elles l'ont connu, mais je dirais peut-être 10-15 ans, pas beaucoup plus. Puisque ça fait... Moi, j'ai divorcé en 90, donc ça fait 32 ans que je suis divorcée. Je vous dis que je les connais depuis à peu près 40-45 ans. Donc mon mari, il n'a pas été très longtemps dans le coup. 10-15 ans, pas plus. Mm-hmm. Très vite, on s'est retrouvés. On n'avait pas besoin de réunir les familles. On se réunissait les 4. Ce qui était important, c'était qui vous étiez quand vous étiez les 4 et ce que vous vous racontiez, en fait. Oui, vraiment. Oui, c'est devenu un petit peu comme un petit club, comme une petite société. Il y en a qui font des échecs, du bridge. Nous, on fait des rencontres amicales un peu à télo. Et drôle. Oui, alors on a quand même tout le sens de l'humour, qui est différent, mais on a le sens de l'humour et de l'ironie. Ça, c'est mes petits-enfants. Ouais, ils sont chauds. Bon. Ouais, alors moi, les petits-enfants, justement, parce que je pense beaucoup, j'en ai 4, entre 12 ans et 18 ans. Mm-hmm. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. Je travaillais encore au lycée allemand et j'avais demandé un jour par semaine d'être libérée. J'ai commencé par la première petite fille, qui est née en 2004. Et je me suis occupée des 4. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, j'ai eu une fille, après 2 petites filles, après un petit garçon, 2 petits garçons. Bon, je m'en suis vraiment beaucoup occupée. J'ai fait beaucoup de choses avec. Et maintenant, le plus jeune a 12 ans et la plus vieille a 18 ans. Je trouve que mon rôle de grand-mère, il se résume plus à grand-chose. Alors Gilbert, il me dit toujours, oui, mais il faut se souvenir de tout ce qu'ils ont fait avec toi. C'est vrai, j'ai fait beaucoup de choses. C'était pas pareil avant, quand mon père et ma mère, ils allaient chez les grands-parents. Jusqu'au bout, ils ont été très... Mais ils allaient dans une maison qui était le havre de paix.
Et je pense que j'ai pas su, certainement, du fait que j'étais seule aussi, et puis que je travaillais, donc j'ai pas pu continuer à leur dire la maison est ouverte, vous venez quand vous voulez, c'était pas possible. Non, mais maintenant, je pense que euh, je suis pas la seule à ressentir ça. C'est qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone, vous les dérangez. Ils ont pris des habitudes de mauvaise nourriture quand vous faites un repas à peu près normal, équilibré. Ils trient. Ouais. Je sais pas, je trouve que l'époque est très difficile. C'est- Vraiment difficile. Pour eux aussi. Pour eux aussi. Par exemple, cette question du genre maintenant, ça doit les travailler. Nous, enfin, je sais pas, même vous, il y a des cas où je pense que la nature a des espèces d'erreurs d'aiguillage, mais la plupart du temps, il y a un petit malaise, un petit trouble au moment. Puis on est fille, ou on est garçon, ou on est homo. Mais maintenant, tout est possible, tout est ouvert. Ouais, j'entends beaucoup de préoccupations là-dessus, mais quand je parle avec des gens plus jeunes, eux, ça va. Oui, peut-être. Et il n'y a pas cette préoccupation chez eux, donc je me dis si eux n'ont pas cette préoccupation, peut-être que c'est nos projections. C'est ce que je Alors, me ouais, mais dis. moi, je n'ose pas, par exemple, en parler avec Ah, des mais enfants. faut, voyez, c'est parce que, hein, passionnant. Alors moi, j'adore parler de ça. Non, c'est passionnant comment ils voient les choses. C'est vraiment... peut-être, j'ai lu aussi ce genre de réflexion dans les journaux, que les jeunes directement concernés ne sont pas si troublés que ça. C'est ce que je suis en train de dire, ouais. Ouais. Et en fait, pour eux, c'est très clair. Et en fait, c'est simplement qu'on parlait des choix. Ils ont juste différents choix. Mais eux, ils diraient qu'on est né dans une époque, dans un milieu, dans un lieu et dans un genre. Mais c'est vrai. Et eux, ils le voient comme une Ouais, boîte dans ouais, laquelle ouais. on est né et que eux sont en train de faire péter cette boîte-là. Alors voilà, Pour eux, je c'est pense plus que- facile à vivre que pour nous un peu plus tard. Mais enfin, moi, bon, moi, j'aime beaucoup ces questions de société. Ouais. J'aime bien ces grandes remises en question sur Oui. des choses tellement comme le mariage ou qui sont. Voilà. Non, mais, Puis oh, eux, voilà, ils questionnent moi, le je suis très genre. contente qu'on remette en question le mariage. Mais ça, moi, j'ai vu des beaux films d'ailleurs qui ont été faits. Vous aviez vu ce film sur une danseuse, ce garçon, ce jeune garçon, je crois que ça s'appelle. Il est magnifique ce film. Je crois qu'il est belge. Elle est, Moi, j'ai aussi. c'est un jeune garçon, mais qui a décidé qu'il voulait être une fille. Et puis il passe par la danse. Alors il s'inscrit dans un cours de danse où il se bande les seins et il s'inscrit comme fille. Il s'est laissé pousser les cheveux. Ses parents ont divorcé, mais on la voit beaucoup. On la voit, on le voit avec le papa. Et puis elle est en train de faire sa transformation en fille. Sa transition. C'est vrai. Mais c'est beau. Le film est magnifique. Ouais. Il y a un il est- autre film qui est superbe qui était sur Arte qui s'appelle Petite fille. Oui, ça je l'ai vu aussi. Ouais. Quand elle a des ailes, le tutu. Il est magnifique aussi ce film. Et on voit quand même la douleur des parents hein, là, dans le film. Ben, on voit la douleur de tout le monde. Hein. Ouais. Mais on voit aussi le bonheur. C'est ça que je dis. On voit aussi le bonheur que de pouvoir être Ce que qu'on l'on a veut. vraiment envie de. Ouais. C'est pour ça. Moi, j'aime beaucoup ces quêtes de soi et ces quêtes d'identité. Et je pense qu'en fait, ce qui m'intéresse chez vous, c'est un peu la même chose qui m'intéresserait chez. C'est comment est-ce que vous êtes devenu vous-même aussi. Avec Ma question- beaucoup moins de choix possible. Ouais. Alors, ouais. Mais en fait, il me semble que les quatre, à votre manière et avec les souffrances que ça a engendré et les questions et tout, vous êtes quand même très épanouis. Oui, je pense. Par rapport, alors peut-être à un cliché que j'ai de la vieillesse ou j'en sais rien, mais il me semble quand même que vous savez assez bien ce que vous aimez, qui vous êtes. Pourquoi... Assez. Parce que quand je vois d'autres amis qui ne sont pas des amis proches, ben, je trouve qu'on s'en est bien tiré. Et j'aimerais votre recette. Vous voyez ce que je veux dire? Faire vraiment une recette un peu d'amour-propre, un peu de ci, un peu de ça. Ouais, alors, moi, quand même, Mais vous souvent, pouvez je réfléchir à reviens ça? à l'hérédité. Hein. Ah, c'est vrai? Ah, quand même, souvent. Mhm. Parce que je vois, aussi bien chez mon père ou chez ma mère ou chez des grands-mères, les traits qui ressortent. Par exemple, je peux aussi le dire pour ma sœur, je vois. Je trouve que c'est... Alors, je lis pas tout à l'hérédité, pas du tout.
Puis peut-être une forme d'éducation quand même. On avait moins de choix, mais on devait aller au bout des choses. On devait quand même obéir. Comme dit mon ami, les enfants maintenant, ils sont stabulation libre. Je sais pas, mais vous me ferez une recette? Alors avec un peu d'hérédité, avec un peu de toutes ces choses. Ouais, quand même. Vous réfléchirez? Je trouve que j'ai eu une éducation à la fois pleine d'amour, mais quand même pleine de règles que j'ai respectées. Et évidemment, la bascule, ça a été mon divorce, où tout à coup, je me suis mis à penser qu'à moi, qu'est-ce que je voulais. J'ai bien fait, certainement, mais c'est pas sans dommages collatéraux, hein. Un petit peu quand même. Mais quels auraient été les dommages de rester dans un couple qui s'épanouit pas? Non, c'est pour ça que je regrette pas du tout. Mais je vois maintenant, alors je dirais que mon divorce, mes enfants avaient 18 et 20 ans. Si vous voulez divorcer, ça je vous le donne en recette, si vous avez des enfants, avant 3 ans. J'ai une petite nièce, elle a tout oublié de ce qu'il y avait avant. Et comment vous vous sentez aujourd'hui à 80 ans? Bientôt 3. 80, bientôt 3. Physiquement ou moralement ou en général? Tout. Oui, grâce à cette belle histoire d'amour que je vis, je me sens bien. Point de vue santé, ces temps, je me sens quand même... Cette histoire me préoccupe, hein, que j'ai. Parce que je peux pas tellement l'oublier. De prendre de la cortisone, c'est pas innocent, ça me donne une énergie de faire des trucs et tout. Puis après, tout à coup, je me sens un peu... comment vous dire... un peu prise dans la tête. Et ça, c'est très désagréable comme sentiment. Mais autrement... Ah voilà, alors une chose que là j'apporte, mais c'est lié à l'amour que j'ai pour cet homme, c'est de la brièveté du temps qui nous reste. Je n'y pensais pas avant. Je disais, bon, c'est comme ça, quoi. J'ai très bien accepté l'idée qu'on était mortel et que c'était même une bonne chose. Mais quand on est deux et qu'on est si bien ensemble, on n'a pas envie que ça s'arrête. Voilà. Point barre. Deuxième café, Charlotte. Ouais, on peut s'arrêter là. D'accord. Merci. De rien. La sensation de devoir profiter avant qu'il ne soit trop tard me fait penser à certaines rencontres, certains amours de voyage, où tout s'intensifie à mesure que l'heure du départ approche. On reparlera d'amour, promis, plus tard, avec Jacqueline et Gilbert aussi. Là, je retrouve Jacqueline, quelques temps plus tard. Elle est dans le parc en bas de chez elle. Elle souffre de plus en plus et attend une nouvelle opération. Alors que je m'approche pour la retrouver, une phrase prononcée lors de notre dernier entretien me revient à l'esprit. Elle a dit « J'étais ouverte aux hommes parce que je pensais qu'ils me feraient du bien ». J'y repense et ressens un étrange mélange de familiarité et d'inquiétude aussi. Voilà Jacqueline qui lit avec ses béquilles. Bonjour. Ah, bonjour. Ça va? Ça va? Asseyez-vous. Merci. Il fait bon, c'est le printemps. Vous voulez déjà accrocher votre truc? Ouais, je vais faire ça. Voilà. Je suis en pleine lecture complète de Philippe Roth. Vous connaissez? Mais très mal. Ah, alors moi, j'ai pris une biographie qui vient de sortir à la Société de lecture de 1000 pages. Waouh. Alors bon, je la lis bien, mais parfois un peu cursive, parce que je connais déjà quand même pas mal de choses sur lui. Et puis en même temps, j'ai relu la plupart de ses romans. Et là, j'en ai pris encore un que je ne connais pas. Et je trouve très bien finalement de cibler un auteur et de le regarder un peu par tous les coins de la lorgnette. Alors c'est la première fois que je fais ça d'une façon aussi systématique, mais comme Gilbert avait presque tous les Philippe Roth, moi j'en avais déjà pas mal,
Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire le tour complet. Un personnage, ce Rhodes, mais qui me fascine. À la fois d'une intelligence, d'une perspicacité, d'un humour, et puis salaud avec les femmes, oh là 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 là, obsédé par son zizi, mais un personnage fascinant. Est-ce qu'il faut séparer l'écrivain de son Voilà. œuvre? Alors je ne sais pas si c'est très bien de tout connaître de la vie des écrivains. Je ne crois pas. Il faut Juste- pas tout connaître de la vie des gens qu'on admire. On est toujours un peu déçus. Oui. Ouais, alors, mais dans sa vie privée. Alors une vie privée tumultueuse. À cause, je vais te dire surtout, et ça m'impressionne beaucoup. Donc c'est un juif élevé par une maman juive assez castratrice. Et tout son problème, il faudrait que tu lises une fois le complexe de Portnoy. En fait, son complexe, c'est que toutes les femmes sont comme sa mère, mais qu'elle l'a tellement, par certains côtés, admirée, chouchoutée et tout, que quand il devient adolescent, la seule chose qui l'intéresse, c'est de voir si il a une forme de puissance sexuelle. Et il fait que se branler, quoi. C'est son zizi. Et tout ça, il revient de page en page. On sent que cette mère, qui sont des mères tellement possessives, qui donnent tellement d'amour, mais qui ne laissent pas les enfants vivre et s'épanouir comme ils voudraient. Mais j'ai ri en lisant ce livre, tu ne peux pas savoir. Mais alors vraiment, Sur quel passage? il y a des passages très très drôles. Naturellement, toujours à propos de cette façon dont il se branle partout, depuis l'âge de, je sais pas, 12-13 ans. Mais c'est quoi, une forme d'addiction sexuelle? C'est un complexe qui se développe pendant l'adolescence et qui devient obsessionnel chez lui. Et puis qui facilite pas les rapports avec les filles. Enfin bref, il y a tellement de drôlerie, de sens de l'humour. Alors voilà, j'ai fait le tour de Philippe Roth. Mais du coup, ça me fait penser à une chose que tu as écrite, tu sais, sur ta fiche personnage. Ah oui, qu'est-ce que j'avais Je sais écrit? jamais si on se tutoie ou on se vous voit. Qu'est-ce qu'on Ouais, fait? ce que tu préfères, moi ça m'est égal. Alors on va dire tu. On dit Oui, parce que Muriel, j'ai dit oui, j'ai eu un contact avec Laure, et puis je sais pas ce que je dis, où elle se rend compte que je te vous vois. Je dis, mais tu la vous vois? Oh, moi je dis, il n'y a pas de mal, quoi, je sais pas comment c'est venu. Bah du coup, on va se tutoyer parce que toutes les autres, elles disent tu. Ah bon, d'accord. Et du coup, ça crée un truc tout d'un coup de vouvoiement. Ah oui, d'accord. Donc, sur ta fiche, tu as écrit qu'il y avait des restrictions de ton père pour faire des grandes études face à ton envie de lire compulsive. Oui, Et ça, on n'en a jamais parlé. c'est-à-dire que, alors oui, ça je suis obligée de te raconter. En fait, j'étais une bonne élève, j'étais pas transcendante, mais j'étais bonne élève. Et à cette époque, je sais pas si les copines te l'ont dit, on allait en primaire jusqu'à la 7e. Et après la 7e, on pouvait aller à l'école secondaire, section inférieure, à l'école ménagère, ou en apprentissage, ou quelque chose comme ça. Alors, le prof de 7e primaire, chez lequel j'étais, a convoqué mes parents, c'est mon père qui y est allé, et il lui dit, j'ai inscrit Jacqueline à l'école secondaire en section latine. Pas du tout, vous la mettez à l'école ménagère. Ah, waouh. Alors, le type dit, écoutez, elle est bonne élève. Etc. Oui, mais vous comprenez, on est une famille où il y a 5 femmes, et je ne veux pas en faire un bas bleu qui ne saura pas raccommoder une chaussette. Il faut que te mettes dans l'idée, 39, c'était dans les années début 50, tu vois. Le droit de vote n'avait pas passé, le féminisme non plus. Alors voilà, j'ai décidé. Bon, que celui qui fasse le prof, il s'en foutait. Et moi, quand il m'a dit ça, je ne voulais pas. Parce qu'à l'époque, tu avais quel âge? 12 ans? 12 ans. Ouais, on avait 12 ans à cet âge-là. Alors, j'adorais mon père. Mais mon père, effectivement, à la maison, on vivait avec maman et on vivait avec ma grand-mère paternelle et la sœur de ma grand-mère, ma grand-tante, et puis ma sœur. Donc il était à la tête de 5 femmes. Et en fait, Evelyne, ma sœur et moi, on n'avait pas tellement l'occasion, on ne se précipitait pas pour aller à la cuisine. Parce qu'il y avait ma mère, ma grand-mère et ma grand-tante, tu vois. Ouais. Alors, il s'est dit, ça va être une de ces courges qui ne saura pas faire un œuf au plat. Je ne sais pas. C'était quoi sa crainte? Ouais, j'essaie de comprendre. Je ne sais pas, pourtant, il était aimant,
J'ai jamais su pourquoi il avait eu une ouverture. Il avait fait, quand il avait 16 ans, une année en Amérique, une année en Allemagne. Mais bref, toujours est-il qu'il était comme ça et que j'ai fait, il y avait 2 ans à l'école Mais ménagère. c'était quoi l'école ménagère? Parce que ça, j'ai aussi de la peine à me représenter. T'en as entendu parler, ça, une fois que le cycle a existé, je crois que ça a peut-être continué. C'était à la rue Rousseau. Et alors, j'y suis allée, mais ça a été 2 ans où j'ai été très malheureuse. Mais donc, de 12 à 14 ans, on Voilà. apprenait à coudre et Alors, il y avait à quand faire même quoi? un enseignement général et il s'était renseigné. En 2e année, on pouvait choisir une section spéciale qui préparait un peu à l'école de commerce. C'est-à-dire que tu passais sans problème à l'école de commerce. Ah, quand même. Voilà. Il avait fait tous ces petits calculs, mais ces 2 ans, j'en ai parlé à ma nièce qui prépare un spectacle sur le. Tu te souviens du film L'Ordre divin? Oui, bien sûr. Alors elle fait un spectacle ce printemps avec ses ados sur ce thème-là. Alors elle est venue la semaine dernière, puis elle me dit, écoute, j'aimerais que tu me racontes, parce que maman me dit que tu es allée à l'école ménagère. Alors on a passé, elle est restée 3 heures, on a parlé de ce sujet. Et puis tu vois, il y avait quand même un enseignement général, mais on faisait du repassage, on faisait de la couture, naturellement, du raccommodage du tricot, et puis de la cuisine 1 fois par semaine. C'était le mercredi quand il y avait le marché à Coutances, et on avait un grand tablier, on avait un petit bonnet blanc sur la tête. Non mais je t'assure, et il fallait faire le marché. Moi je rasais les murs. Et d'ailleurs c'est curieux, je me suis Vous alliez déguiser faire Ouais, le marché. déguisée. Je ne me suis fait aucune amie. Je pourrais pas te dire le nom d'une copine de là-bas. Et puis un jour c'était le repassage. Et comme on avait aussi une femme de ménage, une repasseuse, il n'y avait pas de linge chez nous. Alors j'allais chez une voisine qui était toute contente, qui me donnait un sac de linge propre, mais à repasser. Puis je lui ramenais un carton. Mais c'était quoi pour les filles de bonne famille? C'était Mais qui non, allait là-bas? c'était... Eh Je bien, comprends la pas. plupart des filles n'étaient pas très douées pour les études. Ouais. Enfin, je sais pas. Puis voilà, moi je sais pas, c'était des filles qui n'avaient pas les moyens pour aller à l'école secondaire. Il y avait ça, il y avait quand même un Pas les barème. moyens intellectuels. Non, mais les moyennes de notes. Ah, pas les Je pense moyennes. qu'il fallait pas de notes en dessous de, je sais pas, 4,5. Je me souviens plus, tu Oui, mais t'imagines? toi, t'étais brillante. Oui, j'étais excellente. Je crois que j'étais première de la classe avec une autre. Tu connais la romancière Catherine Safonoff? T'as déjà Non, mais entendu? tu m'en as parlé. Ouais. Eh ben, on était les deux. Elle est allée en latine, puis moi, je lui ai dit ciao, je vais à l'école ménagère. Puis au bout de ces 2 ans, je suis allée à l'école de commerce. Et puis, voilà. Là, je me suis fait comme des amis. Mais seulement, moi, je voulais avoir une matu. Alors, l'école de commerce des filles, elle allait que jusqu'en 3e. Mhm. Mais, si tu suivais des cours facultatifs de maths, tu pouvais rejoindre les garçons et passer une matu. Les garçons, ils étaient dans le bâtiment à côté du Victoria Hall, où il y a je ne sais plus quoi maintenant. L'école de C'est le musique, bâtiment non? du Grutli. Voilà, Ah, dans c'était le là. bâtiment du Grutli? Ouais, Ok. ouais, c'était là. Et puis, j'ai suivi des cours facultatifs de maths. Puis je crois qu'on n'était que 2 filles à passer à l'école de com. Et puis j'ai rejoint une classe de 12 garçons et on était 3 filles Pour la matu. pour la matu. Bravo. Oui, mais tu vois, j'ai pas eu beaucoup de joie dans mes études à ce niveau-là. Alors j'avais de la peine en maths. Et puis j'avais un prof, un de ces salauds. Je levais la main, je disais, je n'ai pas très bien compris cette n'importe quoi. Puis il me disait, ah, mademoiselle, vous aurez tout le loisir de comprendre lorsque vous doublerez votre année. Je ne sais pas si on osera encore dire ça, tu vois. En fait, je n'ai pas doublé. J'ai eu une assez bonne matu. Puis après, qu'est-ce que je faisais? Je détestais la comptabilité, je détestais la dactylo. Je n'avais pas envie d'aller dans un bureau. Alors, je savais, mon père aussi, qu'on pouvait faire un concours pour les études pédagogiques. Mhm. Mais c'était l'époque où ils en prenaient 30 ou 35 et il y avait 300 inscrits. Alors tout en était pourri en premier.
Il y avait une épreuve en gymnastique, en chant, en dessin, en français. Et puis après, les épreuves pratiques où tu devais essayer de lire devant une classe et de résumer un sujet. Mais enfin, tu vois, c'était un concours qui était pas hyper difficile, mais quand même très sélectif. Puis j'ai réussi du premier coup. Alors je me suis trouvée embarquée là-dedans. Et là, c'était sympa. Alors là, comment te dire? Je n'avais pas tellement envie d'enseigner. Mais comme je n'avais pas envie d'aller dans un bureau, j'ai fait ça. Et j'ai eu une chance folle. Très vite, dans une classe, j'ai éprouvé un grand plaisir. Donc voilà, alors j'ai été en premier 10 ans dans le primaire. Et puis après, je me suis arrêtée quand j'ai eu les enfants. Et j'ai eu la chance de reprendre dans ce lycée allemand où, à force de me perfectionner, j'ai pu enseigner le français chez les grands, jusqu'à la matu. Alors tu vois, c'est un parcours. Et tiens, on va le draguer celui-là. Il nous cherche, il voit pas. Il est un peu mignon. Mais alors, monsieur le docteur, Bonjour. tu te souviens de l'or? Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bien, bien. Mais prenez Bien, place, ça cher ami, ça- nous ça sommes en plein enregistre, tournage. ça travaille. Comment? Vous n'êtes pas trop froid à l'ombre? Si, mais on va bientôt rentrer parce qu'on sera mieux. Oui, on peut aller à l'intérieur. Pardon, ouais. On était en train de refaire le parcours Scolaire. scolaire de Jacqueline. Et moi, ce que je me dis quand même, c'est qu'il y a beaucoup, au lieu de pouvoir aller tout droit, Ah oui, c'est ah là là, pour C'est arriver. sinueux, Ça, hein. ça serpente. Ouais, Des alors fois là, en haut, en bas, pas ouais. seulement droite-gauche. Hein. mais je sais pas, tu sais, j'ai un côté un peu je m'en foutiste, qui est à la fois une qualité mais un gros défaut, ben, ça m'apporte pas mal d'ennui. Mais je pense que j'ai traversé cette période en me disant, bon, bah, j'y vais, tu vois. J'aimais pas tellement, en tout cas j'ai détesté l'école ménagère. L'école de commerce, c'était pas, je trouve pas que j'ai eu un très bon prof de français, excellent. Mais voilà, j'ai fait comme ça. Puis le concours, j'ai dit, je vais le faire. Je suis rentrée de l'examen de chant. J'ai dit à mes parents, bon, bah alors il faut que je réfléchisse à un autre truc. J'ai chanté tout faux, j'ai postillonné sur la tête de l'inspecteur Delors. Alors là, j'ai raté pour le chant. Et puis non, ils m'ont pris. Je pense que j'étais assez bonne pour le reste, tu vois. On a aussi eu un examen de natation. peut-être qu'ils avaient une mauvaise oreille. Non, c'était des professionnels, alors. Pas de l'or. Pas de l'or. C'est des gens qui ont l'oreille absolue. Ma grand-mère maternelle a passé le même examen, quelques années plus tôt. Toute sa vie, elle a fait des cauchemars de l'épreuve de natation. Elle venait d'un milieu simple et savait à peine nager, comme la plupart des personnes de son époque. Et elle a été contrainte de sauter dans le lac depuis un plongeoir. Une expérience terrifiante qu'elle a affrontée et qui lui a permis de devenir enseignante. Elle a coulé à pic. Quelle horreur. Elle en garde des cauchemars. Toute sa vie, elle a gardé des cauchemars. Ah oui, mais je la comprends. Ça me paraît absurde aujourd'hui. Jacqueline, elle, aimait bien nager, heureusement. Comme son amie Arlette, qui n'a pas arrêté de s'améliorer avec l'âge. T'as été la voir nager. Oui, je l'ai Oh. enregistrée. Elle a une énergie quand elle veut. C'est incroyable. Elle croche. Ouais. Et C'est un bel puis, exemple. Hein. oui, alors vraiment, d'organisation, de volonté. Non, c'est super. Mais si tu veux à peu près vieillir correctement, il faut rester un peu curieux. On te dit ça comme ça, en passant. Conseil d'amis. Mais est-ce que Voilà, tu vois, ça c'est un avantage. la Ouais. béquille pour ouvrir l'ascenseur? Je peux les poser des moments, mais je vais chez le médecin mardi prochain, chez un professeur, parce que je t'ai dit, on a des très mauvaises radios. J'ai cassé des vis de la prothèse. Et si je prends les cannes, j'appuie pas trop, j'aggrave pas le cas en ce moment, tu vois. Alors c'est pour ça que j'essaye. Vas-y. Je passe, hein, excuse-moi. Fais comme chez toi. Tiens. Merci. J'enlève pas mes chaussures ou je les enlève? Non, alors tu peux garder tes chaussures. Hein. On va attendre peut-être Gilbert pour
Lui, il viendra peut-être pour le thé, tu vois, parce que c'est 2 ans de ma vie. Moi, j'ai des anecdotes à te raconter. Mais j'ai eu une idée aussi, figure-toi. Oui, alors, parce que j'ai dit, qu'est-ce qu'on se va raconter? Je ne vais pas faire de la cuisine, je ne vais pas aller nager, je ne vais pas aller trouver mon ex-mari dans un EMS. Donc, il faut que je trouve une idée. Alors, par exemple, mercredi, j'ai eu 2 de mes petits-enfants, les 2 qui ont 15 ans, la fille et le garçon. Et Nina, quand elle vient, elle m'a demandé déjà plusieurs fois, tu me montres nos albums. Jacqueline a fait un album photo pour chacune et chacun de ses enfants et de ses petits-enfants. Elle les a pourvus de textes drôles et d'anecdotes. Elle prend beaucoup de plaisir à me les montrer, comme elle prend beaucoup de plaisir à les relire encore et encore avec sa famille. Elle se mettait à côté de moi et la dernière fois, Gilbert m'avait dit, mais vous êtes restés 2 heures. Elle était à côté. Au fur et à mesure qu'elle tourne les pages et fait défiler les visages et les époques, je comprends que Jacqueline a adopté 2 enfants et que devenir grand-mère a été pour elle une expérience d'autant plus belle qu'elle était totalement inespérée. Voilà. Alors, on va commencer par la première, c'est-à-dire Clarisse, la première petite fille, qui est née en 2004. J'enseignais et elle est née un soir où j'étais au Victoria Hall, en plein concert. J'ai appris juste avant. Alors, c'était dans un très joli magasin qui faisait des albums super. Et je me souviens que j'ai eu, pendant ce concert, la musique aide, un moment de bonheur total. Je me disais, mais pendant des années, j'ai cru que j'aurais pas d'enfants, non seulement j'en ai eu, mais j'ai dit ces petits enfants, et j'ai cette petite Clarisse. Puis alors, je raconte les histoires, tu vois, quand je colle. Alors, Clarisse Céleste. Est-ce que tu veux tu me vois lire le premier? Ouais, vas-y. Oui, mardi 1er juin 2004, coup de fil de ton papa. Ça y est, elle est née à 12h27. Je suis exceptionnellement à la maison. C'est le mardi de Pentecôte et les Allemands sont en congé. Je t'expliquerai pourquoi je parle des Allemands. Je sens ton papa si heureux que j'en ai le cœur très chaviré. Alors après, je ne sais pas si je dis que je suis au concert, mais je ne crois pas. Alors tu comprends, ça les... Ouais, on fait des albums, chérie. Alors, grand-maman Jacqueline, grand-papa Roland, mon mari, dont j'étais déjà divorcée quand elle est née. Elle a 19 ans maintenant, mais elle est toujours très jolie. Elle est très belle. Alors, après, je raconte tout, tu vois. Je raconte ce qu'elle faisait, ce qu'elle me disait. Tu vois, j'essaye de lui montrer comment j'ai accueilli ces petits-enfants, qu'en fait, c'était assez miraculeux pour moi, puisque je pensais que j'aurais peut-être pas d'enfants. Et ça, c'est chez mes parents. Alors, ma grand-mère, ma mère, je veux dire, elle a eu une passion pour ses arrière-petits-enfants. Et vous, Gilbert, vous avez des enfants? Oui, 3. 3? Et Et puis, puis 5 petits-enfants. ouais, 5 petits. Je vous fais un café ou un thé ou quelque chose? Oui, mais elle voudrait que tu restes un peu. Mais Je tu... suis là. Je suis revenu, je m'excuse. Oui, mais tu te rends compte? Ça va. Mais il faudra donner un micro à Gilbert. Au pire, si Ouais. jamais je vous donne celui-là. Ah oui? Moi, je veux bien un truc à boire. Oui, d'accord. Alors tu vas nous préparer. Mais Qu'est-ce que tu je préfères, peux thé vous ou aider. café? Peut-être un café. Un café. Café? Alors, Ou je sais pas, si vous voulez un thé, ça ouais, va aussi. non, l'arpeggio, le violet, qu'on a bu hier soir chez Janine, il est vraiment bon. 3 violets. Ouais, d'accord. Et Volontiers. puis, tu as les petits biscuits dans ta poche? Non, ils sont dans la cuisine. Ah, d'accord, ok. Bon, alors vous pouvez disposer, hein, Alfred. Merci, madame. Je reviens vers 15h30 pour le service. Alors, bon, Merci, Gilbert. ça c'était ma première poussette quand je suis née en 39. Mais ma grand-mère avait la Elle a la même. même? Ah ouais, Oui. tu vois. Et on l'a gardée pour... Ouais. Elle... Elles sont osies, elles sont Et magnifiques. puis là, alors, tu vois, je raconte tout ce qu'on fait. Est-ce que tu veux lire un petit passage que t'aimes bien? Oui, moi je sais pas, je me souviens plus. Comme tous les jeudis, nous allons chez mamie de la Ripa, c'est vers Colonie, qui t'accueille comme un rayon de soleil. Aujourd'hui, tu l'as séduit totalement avec ton imitation de cheval. Jusqu'à ce jour, tu te contentais de marquer en rythme le trot et le galop de ton animal fétiche, mais maintenant tu fais un petit bruit sec de la langue sur ton palais qui imite parfaitement le bruit du sabot. Mamie Yvette est totalement séduite.
C'est génial. D'autant plus que tu aimes passionnément la ronde de son enfance, Rondin Picotin. Tu ne t'en lasses pas, moi, oui. Oh, moi, j'en avais marre, mais ma mère, elle continuait tout le temps. C'est génial. Je vais prendre une photo de cet album, qu'est-ce que t'en dis? Comment? Je vais prendre une photo. Ouais. Mais c'est marrant cette passion de la lecture et de l'écriture que t'as. Hein. Ah ouais, alors j'ai une passion, alors. Ouais, vraiment. Alors, ça, c'est le premier de C'est Nina, mais Non, de elle a Clarisse. de Clarisse, mais elle a une suite. Tu comprends? C'est le premier. On est toujours. Ça, c'est les anniversaires chez ma mère. Mm. Et puis là, évidemment, elle a maintenant un cousin, une sœur, des copains. Et qu'est-ce que ça te fait comme ça, tout d'un coup, de regarder ta descendance? Je suis contente, je me dis, ah, premièrement, tu vois les années qui passent, tu vois que tu n'as pas 18 ans, que tu as déjà vécu tout ça, mais tu te dis quelle chance j'ai eue. Mhm. Quelle chance j'ai eue, parce que, en fait, au départ, c'était pas donné, puisque pendant 10 ans, on est resté sans enfant. Ah, toi, c'est pas mal, 10 ans. Mais tu t'étais faite à l'idée de ne pas avoir d'enfant ou c'était Non. vraiment toujours quelque chose qui te Ah tenait non, à j'étais pas cœur? prête, puisqu'on a adopté, tu vois. Mhm. Oh là là, regarde, il fait le sérieux. Pas Merci, mal. Gilbert. À 3, je lâche. Je te donne comme ça. Ouais, comment tu l'as trouvé, Pete? Ah bon? Non, il a beaucoup de plaisir, mais c'est toujours la même chose. Il y a des cafés. Tu sais, il était avec un ami, professeur de... Anciennement professeur d'UNI, etc. Oui, professeur d'Uni, qui a exactement l'âge de Gilbert. Et il voit ses copains tous les 15 jours, mais ça, c'est un ami dont tu es plus proche, hein, quand même. Oui, et puis il y a 60, Mais il a exactement l'âge il y a de... 70 ans qu'on se connaît. Quoi. Ouais. Et il rentre de ses repas, assez désolé. Il me dit, oh, mais quel coup de vieux ils ont pris. C'est C'est triste, ça. impressionnant. Alors, ce qu'on remarque, c'est que ce qui reste le mieux, et on s'efforce de faire ça, d'être curieux. Tu vois, on se fait chaque jour, on se fait un but. Alors, ça peut être une promenade, mais des parcs qu'on ne connaît pas, des jardins. Hier, on est allé au musée voir l'exposition de Rodinone et Hugo. Très déstabilisant. Oui, J'étais mais- complètement paumé. Mais on se pose un tas de questions, tu vois. Mais t'en as, à partir d'un certain âge, ils font presque plus rien. Ils manquent de curiosité. De comprendre pour pouvoir agir sur, les sociabiliser, leur permettre d'entrer dans la société, leur permettre d'avoir un minimum de bagages, lire, écrire, compter. Et puis c'est pas toujours facile. Il n'y a qu'à voir, on t'a imposé une école ménagère. Bah oui, dont je tu suis à gardes des côté. souvenirs cuisants. Ouais. À l'enfant qui aimait trop lire, on lui Ouais. fait faire l'école ménagère. Ah oui, alors vraiment, moi, Bon, c'est surtout ma mère, parce que mon père, il se rendait pas tellement compte. Il travaillait, et je lisais beaucoup dans ma chambre. Et ma mère montait, puis elle voyait que je n'avais pas mes devoirs. Alors elle a commencé à monter régulièrement dans la chambre pour voir. Alors, j'avais pris l'habitude de cacher le livre sous des grands cahiers. Mhm. Mais en fait, sitôt qu'elle partait, paf, je retirais le bouquin. Mais je m'étonne d'avoir lu les livres si difficiles en cachette. Les Tolstoï, les... Ah, mais tu avais une curiosité intellectuelle. Ouais, aussi, bon, tu avais et envie puis de tout à connaître. coup, j'étais dans un autre monde. Et c'est une chance quand ça t'arrive. Et Vincent, bon, moins maintenant avec sa profession, mais quand il était petit, il lisait beaucoup. Ce que je comprends pas dans ton histoire familiale, c'est comment est-ce que ta sœur a fait pour faire du théâtre? Alors voilà, Parce on que, avait alors- presque 5 ans de différence. Ah, C'était vraiment la petite. C'était le chouchou de ma grand-mère, de ma grand-tante, elle était mignonne comme tout. Et puis, elle a, je sais pas, vers 6 ans, 7 ans, elle a décidé qu'elle serait une petite danseuse. Puis mon père a dit, pas de danseuse dans la famille. Enfin, voilà, il était un peu comme ça. Alors ma grand-mère est allée lui acheter des chaussons en cachette. Elle lui a cousu un tutu en cachette. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on faisait de ce tutu, de ces chaussons? Il a accepté qu'elle aille au Conservatoire populaire de musique. C'était peut-être ma grand-mère qui payait les cours, je sais plus ça. donc pas d'école ménagère. Et non, et alors elle a été directe les 2 années d'école supérieure, même en latine. Et ensuite, 4, 3, 2, 1, elle a commencé, ça ne lui suffisait pas la danse, elle a voulu faire du théâtre. Après le théâtre ne suffisait pas, elle a voulu faire de l'équitation, puis elle a tout fait, puis tout avec succès. Et puis,
évidemment, toutes ces activités lui laissaient pas beaucoup de temps pour étudier, donc elle a voulu quitter la latine et elle a fini en général. Elle a eu tu sais, tu pouvais descendre. Culture générale. Ouais. Alors, voilà, parce que, je sais pas, mon père, où il s'était soufflé, où elle était plus maligne que moi. Non, mais les aînés, c'est plus dur. Ouais, ma grand-mère avait insisté auprès de son fils. Oh, tu nous énerves, Roger. Regarde comme elle a du plaisir, regarde comme elle est douée, tu vois. Mais heureusement, quand tu penses qu'à 78 ans, elle est toujours dedans. Oui, elle avait ça dans le sang. Ouais. C'est son truc, le théâtre. Il est très impressionné par ma sœur, Gilbert. Hein? Pas seulement par la sœur, par l'autre sœur aussi. Non, mais vraiment, Le caractère. elle est incroyable, ma sœur. Elle arrive à faire encore des trucs. Oui, mais moi, je me dis, si à l'époque, on t'avait encouragé dans la lecture ou l'écriture de la même manière qu'on l'a encouragé dans la danse et le théâtre, quel ouvrage aurais-tu écrit aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas. Je suis très... C'est difficile de réécrire l'histoire. Non, parce que je trouve que je suis un peu velléitaire. Quand je dois faire un trop gros effort, donc j'écris volontiers. Maintenant, on fait quand même quelque chose de très régulièrement, les deux. Comme on lit tellement, on résume tous nos bouquins. Ça, on le fait. Enfin, moi, je le fais plus que toi. Hein. Plus long que toi. Non, c'est moi qui fais plus que toi. Ah bon, non, c'est moi. Mais c'est un exercice qui Et puis, j'écrivais un journal. J'ai 3 journaux. Mais je t'ai raconté, le jour où j'ai connu Gilbert, au bout de, je sais pas, 15 jours, j'ai plus rien écrit dans mon journal, puis j'ai écrit juste « Le bonheur n'a pas d'histoire ». Ouais, mais vraiment. Alors, je sais pas, oui, j'aime beaucoup écrire. J'ai retrouvé dans ce carton blanc, c'est tous les écrits, et puis j'en ai aussi plein dans l'armoire, et puis j'ai... Tu seras édité posthume, probablement. Oui, ce sera posthume, sans doute. Sans doute. Et comment ça serait de grandir sans plafond de verre? Arlette dit ne jamais avoir ressenti de différence dans l'éducation que sa mère lui a donnée à elle ou qu'elle a donnée à son frère. Lors de notre première rencontre, elle m'a même dit, ou provoqué en me disant, qu'elle ne savait pas qu'il ne fallait pas être une femme. Et je me suis demandé, est-ce que c'est pour ça qu'elle a tant foncé et construit? Rendez-vous chez elle dans le prochain épisode. Vous écoutez Les Femmes qui lisent, un podcast réalisé par moi-même, Laure Gabu, et produit par Reportage et Audio Sensible. Merci à Pascal Natter pour le coaching dramaturgique, à Roland Bucher pour la musique, à Mélissa Henry pour l'accompagnement, à Justine Chanal pour les illustrations, à Julien Matet pour le mix, et à l'équipe de Reportage pour l'aide à la communication et à la diffusion. Merci à ma famille, merci à mes amis et à mes amours d'hier et d'aujourd'hui. Merci à vous d'être ici et d'écouter cette histoire. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez et à la partager avec les gens qui vous aiment et ceux que vous aimez. Si vous voulez d'autres récits, rendez-vous sur reportage.ch. Ce podcast a pu voir le jour grâce au précieux soutien des fondations Jan Michalski, Ernst Gunner, du Jubilé de la Mobilière, de la Fondation Suisse pour la Culture et la Radio et de Swiss Perform, de Journafond et du Fonds d'aide à la création sonore de la ville de Genève. Un immense merci.